Monsieur Philippe Noche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, dans quel cadre général sommes-nous amenés à nous prononcer sur cette loi de programmation militaire? Ce cadre général se caractérise depuis le début de cette législature par d'abord l'élaboration du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale qui a entériné la vision élyséenne de la politique étrangère et de la défense de la France et a entraîné une véritable remise en cause de la présence et de la pérennité de la présence de nos armées sur l'ensemble du territoire. Monsieur Noche a la parole. Pardon ? Je disais que vous aviez seul la parole parce qu'il y avait un peu de bruit dans l'hémicycle et qu'on ne vous entendait plus. Dans un second temps, la mise en œuvre de la RGPP et ses conséquences sur l'organisation de notre défense, l'avenir des emplois dans les armées et la nouvelle carte militaire qui implique à terme 54 000 suppressions d'emplois. Enfin, le transfert de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, projet de loi dont nous ne savons toujours pas quand il sera soumis à l'Assemblée nationale. Ceci étant posé, j'ajouterai que l'examen de ce projet de loi de programmation militaire 2009-2014, le 11e du genre, s'inscrit dans un contexte politique particulier. En effet, la première annuité de ce programme est en cours d'exécution depuis plusieurs mois et nous venons juste d'en être finalement saisis. J'y vois là une conception assez particulière du respect dû à la représentation nationale et de surcroît un mauvais signe donné à nos armées et à nos industries de défense. Ces signes sont d'autant plus négatifs que la précédente loi qui couvrait la période 2003-2008 a créé, selon vos propres dires, Monsieur le Ministre, une bosse financière dont l'apurement doit être supporté aujourd'hui et ampute les décisions qui doivent être prises pour préparer sereinement l'avenir de notre défense. Cela d'autant plus que nous évoluons désormais dans un contexte de crise financière dont, manifestement, les conséquences n'ont pas été envisagées de manière fiable. Dans ces conditions, le texte que nous sommes conduits à discuter aujourd'hui relève plus de la lettre d'intention, me semble-t-il, que d'une véritable loi de programmation. J'en veux pour preuve une programmation des crédits tout à fait improbable, dans le contexte de récession que nous connaissons, où des recettes exceptionnelles ne prenant pas en considération l'état malheureusement dégradé, par exemple, du marché immobilier. La sincérité et la cohérence de ce texte me semblent devoir donc être examinées au regard, premièrement, de l'aspect virtuel des recettes, deuxièmement, de ses conséquences pratiques, notamment en ce qui concerne l'organisation des bases de défense dans notre pays. L'équilibre financier de cette loi de programmation militaire repose sur quelques piliers dont la solidité et la réalisation sont, à mon sens, très aléatoires. D'abord, un plan social record, plus de 7 000 emplois par an, avec un système de reconversion et d'encouragement au départ devenu, depuis le début de la crise actuelle, tout à fait irréalisable pour les personnels civils et militaires. Ensuite, la monétisation des fréquences radio, aujourd'hui aussi aléatoire en raison des incertitudes de court terme dans les schémas de télécommunications. Enfin, les recettes censées provenir des cessions immobilières, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas assurées. Au final, donc, des recettes dont la réalité et la mise en œuvre dans le temps sont très aléatoires, rendant l'exercice de programmation des dépenses malheureusement très virtuel. C'est ce qu'expliquait excellemment notre collègue Cazeneuve tout à l'heure. Car ceci risque d'avoir des conséquences pratiques. Par exemple, des bases de défense ont été annoncées, environ 90, outils de gestion, d'organisation, permettant aussi la réduction de la dimension de notre armée et certaines mutualisations. Les mutualisations sont nécessaires, souhaitables. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, après le traumatisme subi par les territoires qui ont perdu des implantations, vous puissiez confirmer devant la représentation nationale que toutes celles qui ont été envisagées, en particulier les bases de défense de premier niveau, souvent dans des villes moyennes, comme celle dont je suis élu, Brive par exemple, ne serviront pas de variable d'ajustement financier et ne seront pas remises en cause. Je crois aussi, concernant les personnels civils, qu'ils ont été ballottés depuis des années entre restructuration, mutation, changement de métier, changement de vie. Cela mérite aussi d'être regardé.
Il en va en effet, je pense, par le déploiement sur le territoire, en particulier de l'infanterie, de la pérennisation du lien entre l'armée et la nation. C'est, je crois, pour tous les parlementaires une question essentielle, d'autant plus essentielle qu'elle est l'expression quotidienne du respect et de la solidarité du peuple français avec ses militaires qui s'engagent et risquent la vie sur le terrain au nom de la France. Voilà simplement ce que je souhaitais dire dans les 5 minutes qui m'ont été accordées et vous dire que, Monsieur le Ministre, malgré toute la bonne volonté que vous mettez à défendre cette loi de programmation militaire, j'ai peur que ce ne soit qu'un catalogue de bonnes intentions. Je vous remercie.